Vous reconnaissez Jean-Dominique, je lui présente mes voeux, Jean-Dominique Michel, qui nous arrive de son pays et de ses Alpes, bien heureuses et enneigées. Comment se porte ton livre, la réception de ton livre? J'ai vu que tu étais attaqué par les fact-checkers parce qu'ils se demandent comment tu peux être en tête des ventes, au moins des essais sur le Covid, alors que tu es, comment il t'a appelé, Jean-Michel Dominique? Oui, oui, absolument, absolument. Ça, c'est Tristan Mendès France. Bon, il a aussi trois blogs dans son patronyme, donc il a un peu de la peine à les mettre dans le bon ordre. Mais non, je crois qu'effectivement, ce qui les a perturbés, c'est que mon livre a été assez rapidement en rupture de stock, mais malgré ça, il était bien placé dans les ventes, donc je crois que ça les a un petit peu intrigués. Et puis écoute, la réception est bonne et j'en suis heureux, parce que ma crainte, c'était que les gens, finalement, en aient marre d'entendre parler du Covid, disent voilà, c'est derrière nous, on a compris qu'on s'était fait avoir. De toute manière, il n'y aura ni mea culpa, ni poursuite judiciaire. Et pour moi, c'était très important de réaliser cet inventaire circonstancié de ce qui s'est passé, et vraiment, je crois que j'aborde toutes les facettes dans mon livre, parce que je trouve qu'il est important de ne rien laisser passer. Et même si ça ne débouche pas sur des conséquences immédiates, il faut malgré tout ne pas accepter de passer ça par perte et profit ou de dire voilà, c'est derrière. Pourquoi? Parce que à chaque inconduite massive, et là on est même dans du crime d'État, qu'on laisse passer, ça ouvre la porte à un crime encore plus grand. Et c'est cette fuite en avant dans l'inconduite ou les conduites criminelles de nos gouvernants qui, moi, m'inquiète. Et donc, si moi aussi j'ai envie de passer à autre chose que le Covid, je trouvais malgré tout important de faire ce retour sur l'entier de l'histoire et de ce qu'elle a révélé de la décadence et de la pollution de la responsabilité gouvernementale, de la gestion de la chose publique, mais aussi de la docilité, de la passivité de la population qui finalement s'est laissée faire d'une manière qui aurait été inenvisageable il y a encore 10 ou 20 ans. Alors, elle s'est laissée faire sur quoi? Puisqu'au fond, la leçon qu'on peut tirer du Covid, c'est ça, c'est les trois lignes de force politique qu'on retire de cette crise, c'est quoi? Alors d'abord, c'est vraiment un effondrement de l'éthique, mais pas l'éthique au sens moraliste du terme, l'éthique au sens qui fonde une juste délimitation du territoire dans la vie sociale. Je prends un exemple, tu sais, moi j'ai fait toute ma carrière en santé publique, et il y avait un enjeu éthique extrêmement important qui s'était posé à l'époque autour du sida. Et il y avait notamment eu Jean-Marie Le Pen qui avait dit qu'il faudrait faire des sanatoriums pour isoler les sidéens ou qu'ils aient un signe de reconnaissance pour que personne ne risque de coucher avec un sidéen et se faire contaminer à son insu. Et là, j'ai envie de dire, tout l'appareil d'État, l'intelligentsia, toutes les sphères, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, dirait Michel Maffezoli, c'est-à-dire ceux qui ont réellement le pouvoir, se sont opposés en bloc en disant « il n'en est pas question ». Ça serait gravement contraire aux droits individuels, aux droits de l'homme et à l'éthique qui doit présider à la chose commune. Et là, ce qu'on a vu à cette occasion, et c'est intéressant parce que moi j'ai vu des collègues qui avaient été irréprochables sur la cause sida et d'autres, le droit des travailleurs du sexe, le droit des consommateurs de drogue illégale, bon, même si aujourd'hui ils sont beaucoup au gouvernement, mais tu vois, qui avaient vraiment tenu bon sur l'essentiel et qui tout d'un coup ont accepté des transgressions massives de tous les droits fondamentaux et des violations des libertés privées et publiques. Et donc, si tu veux, c'est cette banalisation... Tu parles du pass sanitaire, concrètement. Entre autres, mais aussi, par exemple, cette idée qu'on peut exiger que des gens se soumettent par la contrainte à une expérimentation médicale. Parce que déjà, l'habeas corpus, c'est-à-dire que je suis libre de choisir ce que je reçois ou non comme traitement médical, y compris des vaccins, mais là en plus on était dans le cadre, et c'est encore à ce jour une expérimentation médicale, la phase 3 n'est pas finie, quoi qu'en dise Olivier Véran, mais donc l'idée de contraindre des gens à se soumettre à une expérimentation médicale, en les traitant d'antivax, c'est-à-dire sémantiquement de gens qui refusent tous les vaccins de toutes sortes, s'ils refusent de se soumettre à cette expérimentation, est même cognitivement délirant et insensé. Et si ça a pu être banalisé, c'est parce qu'effectivement, dans une situation complexe, générant beaucoup de craintes, on a brandi des blocs de sens fallacieux, mais qui ont donné aux gens l'illusion de pouvoir comprendre la situation qui au fond n'était pas compliquée, c'est ce qu'on a appelé la doxa du Covid, mais qui était un espèce de grand sophisme. C'est-à-dire que tout est faux et illogique dans ce raisonnement. Par contre, c'est une espèce de toboggan dans lequel la plupart des gens ont été captifs, et tu le sais comme moi, plus encore les gens plus éduqués intellectuellement. C'est ceux qui ont le plus marché dans la combine en n'ayant aucune conscience d'avoir été manipulés.
Comment ça s'explique, ce renversement, où à une époque être éduqué c'était être rationnel, avoir un esprit critique, on se souvient, on disait quand on était petit la Pravda, il y avait le bloc soviétique, ça aidait, mais tout le monde ça c'est digne de la Pravda, et aujourd'hui une élite intellectuelle, on va dire ça comme ça, diplômée, a dit la seule vérité c'est la Pravda, ce qui est factuellement est juste en russe, mais comment on a retourné ces valeurs? Alors, à mon sens, c'est la confluence de deux grandes structures anthropologiques. La première, alors ça fera plaisir à personne et ça sera très politiquement incorrect de le dire, mais c'est que l'être humain est naturellement raciste. Le racisme est un fondement de la nature humaine. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, et on le voit par exemple dans les systèmes de langage des peuples premiers, les mots utilisés dans la quasi-totalité de ces systèmes pour se désigner soi-même, c'est l'être humain. Nous sommes les humains, puis les autres tribus un peu plus loin, elles sont un peu moins humaines. Hein, c'est les Grecs et les barbares, c'est les gentils et les juifs, etc. Donc j'ai envie de dire, cette délimitation du monde est naturelle, et puis dans une société civilisée, ça pose pas de problème, parce que la plupart des gens ont cette capacité de comprendre qu'il y a un ethnocentrisme, et qu'au fond c'est pas vrai, et que tous les êtres humains sont des humains, mais il y a toujours ces étiquettes de disqualification et de discrimination de l'autre qui ont toujours existé. Donc les mécréants, les anticléricaux, les francs-maçons, à l'époque du macartisme, les communistes, puis plus tard les fascistes, les réactionnaires, les racistes. Aujourd'hui, à extrême droite, ça veut plus rien dire. Moi qui suis un anarchiste historique, je me considère vraiment un anarchiste dans toute ma fibre, c'est-à-dire que je me méfie toujours quand les structures d'autorité et de pouvoir se substituent à la conscience. Un anarchiste, c'est pas quelqu'un qui veut le désordre ou qu'on s'entretue, c'est quelqu'un qui dit si on met de la conscience, en général, on arrive à s'harmoniser sans qu'il y ait besoin de structures de pouvoir. Bon, aujourd'hui, je me fais traiter d'extrême droite. Moi, dont les grands-parents ont protégé les juifs pendant la guerre, je me fais traiter d'être un antisémite. Enfin, c'est juste abracadabrantesque comme ces étiquettes sont brandies. Évidemment, dans une grande dose d'absurdité. Par contre, on voit bien comment on reprend des vieilles modalités d'antagonisme social et de disqualification de l'autre. Alors ça, effectivement, c'est revenu. Ça avait été tranquille pendant un certain temps, où dès lors qu'on était démocrate, quoi que cela veuille dire, on avait voix au chapitre. Puis l'autre élément, c'est effectivement ce régime, ce registre et ce régime, tu vois, j'ai collidé les deux mots, de la terreur. C'est-à-dire que ce qu'a été la crise Covid, ça a été du terrorisme d'État. Le terrorisme, c'est quoi? C'est terroriser la population pour obtenir un certain nombre de choses. Et en faisant croire qu'un virus qui était en réalité inoffensif pour toute personne de moins de 80 ans en bonne santé, comme étant une menace mortelle pour chacun d'entre nous, et en privant de la possibilité de se faire soigner, en créant des dommages, en empêchant que les médecins soignent les gens, et donc en assurant qu'il y aurait des gens qui arriveraient trop tard à l'hôpital et qui vivraient des situations dramatiques, qu'on pouvait monter en épingle en disant « regardez à quel point c'est dangereux », et bien finalement, on a mis l'ensemble de la population sous stress, et avec cette valeur anthropologique terrible, je risque de mourir demain parce que je croise un anti-vax, ou quelqu'un qui porte pas un masque, ou quelqu'un qui ne s'est pas soumis à l'injonction de l'État. Et donc voilà, c'est les deux effets, tu vois, l'effet grégaire généré par la terreur, et on sait qu'une population en état de grande insécurité a tendance naturellement, c'est très bien étudié en psychologie sociale, à requérir un leadership autoritaire. Et donc voilà, pour moi tout ça a été très orchestré, étant donné qu'on savait dès le mois de février 2020 que le Covid-19 était une épidémie normale. Il y a une question, on l'a un peu effleuré avant l'interview, donc je révèle des secrets de fabrication, mais je pense que c'est un sujet essentiel que tu abordes. C'est comment se fait-il que l'élite, que j'appelle la caste au pouvoir, à un moment donné, a accepté que le président de la République en France déclare dans la presse « je veux emmerder les non-vaccinés oui. ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est dit « je ne suis plus le chef de l'État, je suis le chef d'une faction ». Et je suis pour que la loi serve à l'oppression d'une partie de la population. Comment on en arrive là ? Alors justement, ça, si tu veux, c'est vraiment l'objet de ma plus vive préoccupation. C'est vraiment le seul chapeau que je puisse trouver à ça, c'est la banalisation du mal.
Et effectivement, je vois qu'à travers la succession de crises, alors une succession qui est organisée sur le plan narratif. Après, ça ne veut pas dire que tous les éléments soient forcément trafiqués. Est-ce que l'attaque du 7 octobre en Israël était une attaque sous faux drapeau? Il y a beaucoup d'indices qui laissent penser que le gouvernement israélien a laissé faire, alors qu'il aurait pu, en étant vigilant. Alors, est-ce que ça a été de manière délibérée ou non? Pour l'instant, ça reste un point d'interrogation. Mais toujours est-il que ces événements, qu'ils soient fortuits ou qu'ils soient produits, sont après métabolisés dans les systèmes langagiers collectifs, c'est-à-dire médiatico-politiques, pour avoir un effet particulier sur la population, et dans ce brouillage extraordinaire entre le documentaire et la fiction. Le plus bel exemple, c'est Xavier Moreau qui me rappelait ça hier, je l'ai croisé dans un média, il sortait d'un plateau, c'est en Ukraine, où il y a une série télévisée pendant 2 ans, où Zelensky devenait président de l'Ukraine. Et donc, les Ukrainiens ont biberonné pendant 2 ans une fiction, jusqu'au moment où les élections ont eu lieu. Et tu vois, c'est vraiment comme si le caractère de fiction sort de l'écran et arrive dans la réalité. Comme si on avait hypnotisé les gens. Oui, et puis qu'on avait brouillé les contours entre la fiction et le réel, d'où la théatrocratie dont parlait déjà Platon et que recite Michel Maffezoli, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une pièce de théâtre grandeur nature. Et je crois que les citoyens libres sont ceux qui ont compris que tout ce qui nous est présenté a été scénarisé. Tout. Alors après, il y a des gens comme Barbier avec son écharpe rouge. Pourquoi est-ce qu'il a toujours une écharpe rouge? Déjà, il dit des conneries à n'en plus finir. Ça, c'est un truc. Mais en plus, pourquoi il a toujours l'écharpe rouge? Parce que c'est un caractère de bande dessinée. Et dans la bande dessinée, Obélix a toujours son truc avec les braies. Tu vois, c'est un signe distinctif. Donc aujourd'hui, on est dans ce théâtre. Et puis avec, effectivement, des choses qui sont organisées de manière à ouvrir la porte à une déshumanisation et ce que j'appelle la banalisation du mal. C'est-à-dire que les gens s'accoutument à des choses qui auraient été scandaleuses et prohibées il n'y a pas si longtemps. Et effectivement, on n'envisage pas un Pompidou, un Giscard, un Mitterrand, quoi qu'on ait pensé de ces personnages qui avaient chacun ses zones d'ombre, mais dire je vais emmerder une partie des Français qui se soustraient à ce que je leur impose ou qui ne sont pas d'accord avec moi. Parce que précisément, et c'est d'ailleurs un des problèmes de la démocratie, c'est que c'est le chef d'une faction qui devient le président de tous les Français, donc il y a quelque chose d'un peu fictif là-dedans, mais une fois qu'il est président de tous les Français, il ne peut pas se comporter comme ça. Et donc ces licences, elles ouvrent la porte à une nouvelle normalité où ce genre de choses deviennent possibles. Et puis à l'extrême, si on reprend le conflit israélo-palestinien, enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais auquel on est sensible tous les deux, on voit que de part et d'autre, il y a cette tentation de la déshumanisation. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, je place à peu près le Hamas et Netanyahou sur le même pied d'égalité, en considérant qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour en fait trahir la cause de leur population. Parce que ni la population israélienne, ni la population palestinienne n'ont aucun intérêt au cycle de la haine et de la mort à perte de vue. Mais Netanyahou et le Hamas, si. Donc on sait que Netanyahou a financé le Hamas, que Hamas rend très service à Netanyahou, et notamment avec des actions terroristes comme celle du 7 octobre. Mais toujours est-il qu'on voit aujourd'hui, de part et d'autre, des gens dire non mais les gens du Hamas sont de nobles résistants, comme l'étaient les résistants dans les années 39. On analyse le Hamas et les frères musulmans, c'est pas tout à fait ça. Et puis on a des gens pro-Israël qui considèrent comme acceptable qu'on bombarde une population civile enclose derrière des murs, qui n'a aucun moyen de se protéger, qui n'a aucune responsabilité dans l'attaque contre Israël. Mais s'il y a 10 000 enfants palestiniens déchiquetés, ma foi, où est le problème? Et là, on voit à quel point c'est grave. C'est-à-dire que ces repères d'humanité fondamentaux ont été dynamités chez un ensemble de nos concitoyens, mais d'une manière qui est tout à fait nouvelle et qui ouvre la porte à toutes les dérives. Parce qu'une fois qu'on s'est habitué, acclimaté intellectuellement et cognitivement à ça en le considérant comme acceptable, ça veut dire qu'il n'y a plus de limite. Et que si demain il faut enfermer dans un camp Éric Ferac, Jean-Dominique Michel ou qui sais-je, et le laisser crever de faim, s'il y a une bonne raison, il y aura aucun problème à ça pour tous les gens qui ont déjà basculé dans l'emprise de la banalisation du mal.
j'en profite pour les auditeurs pour rappeler que à l'époque du pass sanitaire, l'association que j'avais un peu initiée, qui s'appelait Rester Libre, avait porté plainte contre le président de la Fédération des médecins radiologues de France, qui, dans une boucle organisée par Frédéric Bizarre, qui prétend réformer l'hôpital public, ce médecin, avec quelques autres, avait appelé à affamer les non-vax, et on l'avait attaqué en incitation à la haine. Malheureusement, la justice a refusé de s'emparer de ce dossier, mais en tout cas, effectivement, ces propos ont été tenus. Mais justement, Jean-Dominique, tu dis, une partie de la population considère comme acceptable le fait de bombarder une population civile prisonnière. Mais elle le considère comme acceptable, ou est-ce que certains le considèrent comme souhaitable? Alors, toute personne a besoin de subterfuge, tu vois. Si tu demandes à quelqu'un, mais êtes-vous d'accord qu'on massacre des enfants palestiniens pour se venger de ce qu'a fait le Hamas, tout le monde dira, mais c'est pas ce dont il s'agit. Est-ce que tu es sûr que tout le monde le dit? Les Palestiniens utilisent, enfin le Hamas utilise des boucliers humains, alors c'est très malheureux s'il y a tu vois, il y a toujours des ressorts logiques qui sont utilisés pour rendre acceptable l'inacceptable. Il est très rare que les gens, de manière pulsionnelle, disent, mais moi je trouve très bien de les maltraiter, les exterminer, tu vois ce que je veux dire. On a quand même des préventions. Après, je trouve qu'il faut toujours distinguer dans les dérives totalitaires, et effectivement, c'est un temps, alors c'est pas très aimable, mais je crois qu'il faut le dire, parce que c'est vrai, où les médiocres et les tordus s'en donnent à cœur joie. Parce qu'au fond, eux, ils sont animés par la jubilation de faire souffrir les autres, ou de les rabaisser, de les humilier, souvent pour se venger d'éléments de leur histoire personnelle. Et en temps normal, ils peuvent pas. Ou alors il faut qu'ils le fassent discrètement, en manipulant très habilement. Et puis tout d'un coup, il y a un moment historique qui se produit, ils ont pleine licence de maltraiter et de couvrir les autres de flots d'injures. Et on a bien vu sur les réseaux sociaux des médecins, des pharmaciens s'en donner à cœur joie dans la délation. Il y a un pharmacien suisse qui signalait à l'ordre des médecins en France tous les médecins qui, sur les réseaux sociaux, parlaient des traitements précoces ou mettaient en garde contre les effets indésirables des injections expérimentales. Donc ce pharmacien d'une officine du fin fond du canton du Jura, tu vois, faisait de la délation, et il s'en donnait à cœur joie, en traitant Raoult de noms que je ne répercuterai pas, tellement ils sont injurieux. Et donc ce petit minable de fond de province, tout d'un coup, tu vois, le bar est ouvert. Donc ça c'est un phénomène, et puis après il y a aussi tous les gens qui participent à ce que nous évoquons ici, mais alors pas mus par une pulsion délibérée, mais par conformisme. Et là, il y a cette déshumanisation qui est en cours. Et tu sais d'ailleurs, Desmond Tutu, qui évidemment s'était beaucoup intéressé à ce qui se passait dans les territoires occupés sur la base de l'expérience de l'apartheid, lui avait eu cette très belle parole, mais que je fais aussi mienne. Il avait dit, c'est en fait encore plus pour le peuple israélien que je me fais du souci. Parce que les Palestiniens y résisteront d'une manière ou d'une autre. Mais Israël est en train de perdre son âme en déshumanisant les Palestiniens à ce point. Et je trouvais très beau, tu vois, que cet homme de foi, sans rien nier ou minimiser de la dérive en cours d'Israël, parce que ça fait quand même, depuis que Rabin a été assassiné, au moins que la dérive qui conduit à aujourd'hui est en cours, mais au fond était encore habité par une compassion pour la population israélienne, parce qu'une population qui devient aliénée à ses ressorts d'humanité est une population qui est en voie de destruction de son identité propre. Et voilà, donc après il y a malheureusement tout ce suivisme, tout ce conformisme, et là on est dans les systèmes de groupe, dans les systèmes de masse. Et juste alors pour rapercher avec la réponse à la question précédente, quand tu as fait croire à une foule qu'elle est en danger de mort, et que c'est toi qui lui fais croire ça, donc c'est toi qui la mets en danger avec une manipulation, mais le ressort suivant, c'est de faire un détournement d'attention, c'est qu'on a fait croire qu'un virus relativement anodin les mettait en danger de mort, ce qui était une manipulation, et puis après, c'était qui étaient les alliés du danger, c'était les anti-vax, les anti-masques, les pro-Raoult, ceux qui prétendaient qu'il y avait des traitements précoces. Donc là, tu associes des groupes sociaux au danger, et là, la licence est donnée
de s'en prendre et potentiellement d'exterminer ce groupe-là. Et effectivement, tu l'as dit, sur les plateaux télévisés, on a entendu ces paroles. Laissons-les mourir de faim, ne les soignons pas s'ils vont à l'hôpital, allons les chercher chez eux et mettons-les dans des camps. Et l'ARCOM n'a pas réagi. Donc tu vois, les structures étatiques qui sont censées veiller à ce qu'on ne profère pas des monstruosités pareilles ont totalement laissé passer. Par contre, ils sont tombés sur Pascal Praud quand il a invité Christian Perron au motif qu'il n'y avait pas de contradiction, alors que sur le plateau ce jour-là, il s'est fait traiter de négationniste par l'ancien président d'Alicra. De négationniste. Parce que c'est un expert en santé publique qui sait de quoi il parle. Et là, on est dans des niveaux d'absurdité et de folie qui sont, en ce qui me concerne, stupéfiants. Mais alors, je vais quand même te pousser un peu dans tes retranchements. Parce Avec que joie. Je connais la neutralité suisse, légendaire. Mais lorsque un Pascal Praud, qui est salarié d'un groupe, qui est le groupe Bolloré, fait un certain nombre de choix d'invités, et lorsqu'il oriente le débat, puisque évidemment le métier c'est d'orienter le débat, il est payé avec une visée intentionnelle, comme disaient certains. Tu nous as parlé du suivisme, du conformisme, tu ne nous parles pas de la locomotive. Est-ce qu'il y a des gens qui sont payés pour orienter l'opinion et le conformisme de la population? D'accord. Alors écoute, je te sais très avisé de ces réalités-là, donc je ne t'apprendrai rien. Mais là encore, la réalité est tellement grosse que la plupart des gens ne peuvent même pas l'envisager. Mais ce qu'on sait depuis 40 ans, c'est que l'entier des médias en Occident est infiltré et piloté par l'État profond américain et la CIA en particulier. C'est-à-dire que toutes les rédactions des masses médias aujourd'hui en Occident sont des agents de ces agences américaines, et il y en a de multiples preuves, notamment un fameux journaliste allemand, Udo Ulfkotte, qui travaillait à la Frankfurter Allgemeine Zeitung, si je me souviens bien, qui a dit, voilà, moi je recevais des papiers de l'OTAN ou de la CIA, j'étais censé mettre ma signature et publier ça comme éditorial. Et aujourd'hui, c'est qu'il y a un ancien directeur de la CIA qui l'avait dit, aucun média en Occident ne nous échappe. Donc, après, évidemment, on sait aussi qu'il y a des ressorts d'environnement professionnel qui fait que si on disait ça de but en blanc à n'importe quel journaliste de n'importe quelle rédaction, il réagirait probablement en s'indignant, en disant « mais c'est pas vrai, je reçois pas des ordres de mon rédacteur en chef ». Mais malgré tout, c'est tenu par le système. Et puis l'autre élément, c'est un élément là encore, de conformisme et de mimétisme. C'est qu'il y a une compréhension inconsciente de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est souhaitable ou de ce qui ne l'est pas. Alors Pascal Praud, moi je n'ai rien contre lui personnellement, je ne le connais pas. Il a quand même invité des gens que d'autres médias n'invitaient pas, donc laissons-lui cela. Mais ce qui me frappe... Je ne visais pas spécialement Pascal Praud. Mais ce qui me frappe, c'est la manière qu'il a de souligner en permanence sa réaction à ce que dit l'autre. Donc si tout d'un coup quelqu'un évoque quoi que ce soit... tout de suite, il va signifier, il y a là quelque chose qui me dérange, et donc, quel est le message subliminal qui est censé vous déranger aussi? Et il intervient en disant, vous ne pouvez pas dire ça. Je ne sais pas qui avait dit que Macron était inabouti. Ce qui n'est quand même pas un jugement totalement scandaleux ou inenvisageable. Ah, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que Macron est inabouti. Donc là, on voit la confusion des genres entre le journaliste dont le métier est d'inviter des gens qui ont quelque chose à dire et de leur permettre d'accoucher de leurs paroles ou de leur expertise, et puis le côté normatif de celui qui, au contraire, est là pour dicter à l'opinion ce qu'elle doit penser et qui donc déploie toute une signalétique sur comment il faut recevoir la parole qui est dite. Je fais un petit délit d'initié, tu prépares un autre livre sur le Covid. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire si ce qu'on vient d'évoquer aura sa place en tout ou partie dans ce livre? Oui. Écoute, effectivement, mon intention dans un premier temps, c'était de faire ce bilan exhaustif de la crise Covid, mais aussi en montrant tout ce qui avait été de l'ordre de la psychopandémie, de l'ingénierie sociale, des clivages, de l'endoctrinement, pour que les gens deviennent eux-mêmes des multiplicateurs de la contrainte et de la dérive totalitaire. Alors ça, c'est posé, il n'y a plus de doute à ce sujet aujourd'hui pour tous ceux qui ont fait l'effort de comprendre. Mais la question suivante, c'est, étant donné que tout ce qu'on a appliqué était diamétralement le contraire de tout ce qu'on savait devoir faire,
comment expliquer qu'on ait substitué à la vraie science et aux bonnes connaissances et à la vraie expertise quelque chose qui n'est qu'une truanderie délibérée, organisée, orchestrée, et à quelle fin? Et là, il y a deux motifs évidents. Le premier, c'est que c'est un hold-up sur les finances publiques. Je l'avais dit dans le film Hold Up à l'automne 2020, en disant il y a au moins 100 milliards de dollars à faire avec cette opération. Si on prétend qu'il n'y a pas de traitement précoce et que seule l'injection génique est la planche de salut, il y a au moins 100 milliards de dollars à faire. Et effectivement, on est aujourd'hui entre 100 et 200 milliards. Donc là, il y a un thème, si tu veux, qui est connu et qui est presque banal, malheureusement, dans les politiques de santé. Les politiques de santé, aujourd'hui, c'est essentiellement du racket. Cet objectif de piller l'argent public et des gens, plutôt que de mettre l'intérêt de leur santé en avant, c'est quelque chose, voilà, c'est la réalité des politiques de santé actuellement, et c'est presque une hypothèse suffisante. Cela dit, on voit aussi qu'il y a une succession de stratégies du choc, en réalité, qui n'a pas cessé depuis la fin de la Deuxième Guerre, et qui conduit l'Occident vers quelque chose qui ressemble beaucoup à l'idéal fasciste, et avec, on le sait, un recyclage des élites nazies dans tous les systèmes des pays soi-disant démocratiques dans l'après-guerre. Et tout d'un coup, on voit quelque chose qui a vraiment le goût, l'odeur et la saveur d'un quatrième Reich qui est en train d'émerger, et avec cette intention délibérée et explicite, c'est ça qui est intéressant aussi, de déposséder les populations de leur droit à l'autodétermination. Donc quand les gens du Forum économique mondial, et ils le disent, disent ça sert à rien de voter, on sait à l'avance quel est le résultat. Ou quand, et là encore Rockefeller et Klaus Schwab l'ont dit ensemble sous l'égide de Kissinger, finalement les banquiers, la finance internationale, les grandes entreprises sont beaucoup mieux placés que les populations pour savoir comment aller vers l'avenir. Et qu'on retire les droits aux nations, aux peuples, pour les concentrer dans les mains de personnes qui n'ont pas été élues et qui disent « nous, on a un projet qui est le meilleur pour l'humanité », eh bien, on voit qu'on est effectivement, en tout cas c'est une hypothèse à garder à l'esprit, dans l'émergence d'une gouvernance mondiale centralisée, dont un certain nombre d'hommes publics comme Sarkozy ont dit qu'on n'y échapperait pas, donc résignons-nous d'avance, mais de gens qui veulent effectivement prendre un pouvoir total sur les populations, et avec aujourd'hui des moyens technologiques qui n'ont jamais existé précédemment, et qui font que, au fond, et là Harry a raison, ils en savent plus sur Eric Feurag que ce que Eric Feurag connaît de lui-même. Parce qu'il y a toute une part de notre identité, de nos comportements qui nous échappent, c'est l'inconscient, c'est les zones aveugles, et eux ont un ensemble de connaissances par rapport à ça, qui font qu'ils peuvent nous prédire nos comportements avec une précision extrême, et donc aujourd'hui on est dans ces moyens technologiques de masse, avec des prédateurs globaux, qui ont une concentration de pouvoir énorme dans leurs mains, et donc à la lumière de comment on a substitué à une bonne réponse de santé publique quelque chose de complètement délirant, je me pose la question de savoir qui est intervenu, de quelle manière, à quel moment et avec quelle combinaison d'acteurs, et là on a tout un ensemble de preuves et de données probantes qui montrent qu'il y a effectivement un projet fasciste au sens mussolinien du terme qui émerge, c'est-à-dire la collusion entre les États et les grandes entreprises au détriment des droits des populations. Bon, ben, je vais me faire des amis. Je sens que ma chaîne va encore avoir une longue vie sur YouTube. Je sais qu'ils me l'avaient supprimé déjà et que j'avais dû tout reconstruire. Eh ben, c'est ce qui m'attend. On se reparle très proche. J'adorerais que tu nous parles régulièrement sur le courrier, pas forcément à Paris, mais éventuellement en Zoom. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? De temps à autre, très très volontiers, bien sûr. Au revoir. À bientôt, Jean-Dominique. Au revoir.